sport du journal. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Ouvrons donc le journal avec ces précisions du gouvernement au sujet des 294 leaders et partisans du MRC interpellés, dont 109 sont déférés au parquet. Dans un communiqué hier mercredi, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, René Manuel Sadi, dénonce les contre-vérités relayées par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et par certains médias internationaux au sujet de traitements inhumains qu'auraient subis ces personnes. La synthèse de cette importante déclaration. Augustin Guizana. Pour le ministre de la Communication, le communiqué de presse du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, rendu public le 12 octobre 2020 par les experts rapporteurs spéciaux et par le groupe de travail sur la détention arbitraire et les disparitions forcées ou volontaires, est une prise de position partiale, subjective et biaisée. Le ministre de la Communication, René Manuel Sadi, a apporté des clarifications. Tout est conforme aux lois et règlements du Cameroun ainsi qu'aux conventions internationales auxquelles le pays a librement souscrit. Puis vient la vérité des chiffres du 22 septembre 2020. 294 personnes ont été interpellées dans les régions du centre, de l'ouest et du littoral. À ce jour, 176 ont été remises en liberté. 109 déférées au parquet près les tribunaux militaires de Douala et de Bafoussam. 9 personnes formellement identifiées comme des leaders, des planificateurs ou des organisateurs des marches insurrectionnelles sont traduites devant le tribunal militaire de Yaoundé. Pour René Manuel Sadi, les experts du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, dont on peut comprendre l'élan de solidarité envers un confrère en déséance, doivent bien se raviser, car il apparaît clairement qu'ils ont été induits en erreur sur la vérité des faits. Et la logique de paix est en marche sur le terrain dans la région du Nord-Ouest. Les populations de l'arrondissement de Kumbo, dans le Buis, s'insurgent contre les tueries et les violences terroristes contre les civils. Les gardiens de la tradition dans cette localité organisent des marches depuis quelques jours maintenant pour exorciser le mal et ramener la paix dans cette région. Carton rouge contre les violences, c'est un reportage de Laurent Chissoukbe à Kumbo. C'est un acte traditionnel inédit à Kumbo. Les sociétés secrètes animées par l'esprit des ancêtres veulent mettre fin à l'effusion de sang dans cet arrondissement qui a essuyé pas mal des actes de violence et d'assassinat depuis le début de la crise sociopolitique. Tout ça, c'est pour invoquer les ancêtres de venir intervenir dans tout ce qui se passe ici à Kumbo. Les notables ont fait leurs incantations. En filindien, parés de leurs attributs traditionnels, ils ont parcouru les différents artères de la ville. Cette marche rythmée des cris et des chants puisés dans le lexique de la tradition de ce peuple annonce également le retour de leur chef traditionnel dans nos villages. J'ai toujours dit à ma population que la solution de ces crises est entre leurs mains. Je suis très content parce que les autorités traditionnelles ont pris le devant et je sais que la population va suivre. Cette parade de sociétés secrètes, selon les grands notables de la place, a pour objectif final d'associer les ancêtres dans le combat pour la fin des exactions. Ouvrons le dossier du journal à présent pour des échos du grand jour pour les COPS. Ce jeudi 15 octobre 2020 était en effet jour de rentrée académique à travers les universités et certaines institutions universitaires au Cameroun. Première journée consacrée à l'orientation des nouveaux étudiants, aux préinscriptions et autres réunions de coordination. Et face à la persistante du Covid-19, les dispositifs d'enseignement en ligne et de protection
sont déjà visibles. Je vous propose immédiatement de prendre des nouvelles de cette rentrée universitaire à travers quelques escales. Premier arrêt, nous retournons à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, où on annonce des mesures sécuritaires renforcées à l'intérieur et à l'extérieur du campus de l'université de Bamenda. Nous prenons le pouls avec Laurent Chissoukbe sur place. C'est une rentrée académique qui intervient dans un contexte de Bamenda clean, à l'intérieur comme à l'extérieur du campus. C'est la veille permanente pour les éléments du groupement polyvalent de la gendarmerie nationale. Des patrouilles pédestres et motorisées sont organisées pour parer à toute éventualité. Ces mesures sécuritaires seront renforcées dans les jours à venir. Le vice-chancellor, le professeur Theresianko Akenji, au cours de la réunion de sécurité tenue ce 15 octobre, a présenté au commandant de la Légion de gendarmerie du Nord-Ouest les situations de cas d'enlèvement enregistrés au cours des 3 précédentes années. Bien que la situation s'améliore au jour le jour, nous allons davantage prendre des mesures pour renforcer les mesures de sécurité, n'est-ce pas, dans l'université déjà créée, n'est-ce pas, dans les alentours de l'université pour assurer davantage les équipements. L'université de Bamenda, qui vient de mettre sur pied son plan de stratégie de développement 2021-2025, a besoin de cet accompagnement des forces de défense et de sécurité pour réaliser ses objectifs. Dans le sud-ouest voisin, rentrée universitaire effective au campus de Youbi. On retrouve là-bas une ambiance estudiantine. Progressivement, depuis les premières réunions préparatoires, les admissions sont lancées et les sessions d'orientation aident déjà les Bleus à trouver leur marque à Boya. Retrouvons Stéphane Tala. Après l'obtention de son GCE Advanced Level à Yaoundé, Jezil fait ses premiers pas à l'université de Boya. Le nouveau venu contemple la beauté des lieux. C'est ma première fois à venir à Boya. J'aime l'université de Boya. Arrivé à secondary school, j'aime l'université de Boya. Bien. Toutes les choses ici, c'est bien. Toutes les choses, c'est... Grace, quant à elle, vient de boucler sa préinscription avec en perspective 3 filières, administration publique, journalisme et droit. En compagnie de quelques aînés de la 2e et de la 3e année, elle procède à une découverte du campus. J'ai vu l'environnement, ça fait bien, la route, quand tu pars dans la classe. Les activités s'intensifient à l'université de Boya avec un accent sur les mesures anti-coronavirus. La publication de la liste des étudiants admis en première année est prévue ces jours et les responsables entendent tout mettre en œuvre pour réserver à ces derniers un meilleur encadrement au cours de l'année académique 2020-2021 qui démarre. Rentrée académique qui bat son plein à Yaoundé 1. La mère des universités connaît bien la musique, tout comme Yaoundé 2 à Soa, où le train des activités s'est également ébranlé ce jeudi. Chose vue et entendue à Yaoundé, Franck Evina. Université de Yaoundé 2, soit les Bleus de la fac aux petits soins, orientation, encadrement dans les opérations de prescription. Et pour ceux qui le désirent, visite guidée par les anciens. C'est sûr que les économistes, vous faites aussi cours à l'Amphi 700. Juste après l'Amphi 700, vous avez le bâtiment académique. Un curieux monde pour ceux qui font leur baptême du feu. Je suis un peu perdu, je disais villageois même quoi. On parle d'Amphi 1000, 1500, 2700. C'est ce que je n'avais jamais entendu parler. Ici, comme à l'université de Yaoundé 1, les amphis restent clos. Le début effectif des cours est annoncé pour lundi. En attendant, on affine les stratégies et réactive le dispositif anti-Covid-19. Il y a tout un kit de lavage de mains, puis un contrôle du port systématique des masques. Les bancs dans les salles de classe ont été numérotés de façon à ce que la distanciation spatiale soit respectée. Tous les campus de l'université de Yaoundé 2 ont été désinfectés là hier soir. De quoi renouer sereinement avec les cours en présentiel, même si l'enseignement en ligne ne sort pas du réseau. Nous avons d'autres fonctionnalités qui vont être ajoutées à cette plateforme, de manière à ce que véritablement, nous ayons peut-être même un rendement meilleur. À l'ère du numérique éducatif, pas question de laisser la pandémie paralyser l'année académique.
Yaoundé, c'est également l'Université catholique d'Afrique centrale où la rentrée 2020 s'effectue sous le signe de l'amélioration de l'offre des formations de nouvelles filières qui étaient présentées ce jeudi par le recteur lors de la cérémonie solennelle de rentrée. Étienne Pascal Azeg. En plus de ces facultés classiques sont les sciences sociales, la philosophie, la théologie et le droit canonique. L'Université catholique d'Afrique centrale fait le grand saut dans les métiers du droit pendant cette année académique. L'Université catholique d'Afrique centrale ouvre une nouvelle faculté, la faculté de sciences juridiques et politiques, située au campus d'Ekounou à Yémé. La spécificité de cet enseignement, c'est insister sur les nouveaux métiers du droit et les particularités de dévolution et de responsabilisation des populations par rapport à la gestion de la chose commune. Étant donné la nature de l'Université catholique d'Afrique centrale, il y aura une insistance majeure sur l'éthique. En attendant le début effectif des cours dans la faculté des sciences juridiques et politiques, le campus de l'UCAC de Colbison a ouvert ses portes ce 15 octobre, jour de rentrée académique au Cameroun, aux étudiants et enseignants pour un tout premier contact. Même ambiance de rentrée universitaire à Douala et là-bas, les enseignants, pour ce qui les concerne, la particularité cette année, c'est entre autres l'arrivée des jeunes recrues de ce programme spécial décidé par le président de la République. Allons voir donc la rentrée de ces enseignants nouveaux à l'université de Douala et là-bas d'ailleurs, certains sont actifs depuis l'année dernière déjà. Napoléon Bonaparte Besson. Chaque année, près de 60 000 étudiants frappent aux portes de l'université de Douala qui compte à ce jour près de 1500 enseignants. Un nombre d'encadreurs majoré grâce au recrutement spécial lancé par le chef de l'État en 2019. La première vague du recrutement spécial a eu lieu l'année passée. Tous les assistants qui ont été recrutés dans cette vague-là ont déjà effectivement pris fonction. Leurs contrats ont été signés. L'université de Douala avait bénéficié de 90 postes. La deuxième vague qui est en cours, l'université de Douala a bénéficié de 70 postes. Et pour les 70 postes, nous avons reçu en tout 375 dossiers. Ce 15 octobre, les corps sont bien présents dans les différents campus, bien accueillis par des conseillers d'orientation de circonstances. Le processus ici consiste à les accueillir, les mettre en confiance, expliquer le processus qui conduit à la première inscription à l'université de Douala. Les dispositions sanitaires sont au rendez-vous à toutes les entrées. L'installation d'une connexion Internet à large échelle et à haut débit est en cours. Et vous venez de l'entendre, partout à travers ces campus, la révolution numérique est bien en marche et les ordinateurs PBHV, dont du chef de l'État Paul Biya aux étudiants, trouvent tout leur sens et leur importance en cette rentrée académique où les universités entrent de plein pied dans le système du e-learning. Allons donc voir cela sur place, l'opérationnalité à l'université de Maroua, où le recteur affirme que le dispositif des cours en ligne est archi prêt. Confirmation dans ce reportage de Malmoussa, le Doublaise. Le e-learning trouve un terrain favorable à l'université de Maroua. Ces étudiants ont déjà de quoi s'adapter à ce nouveau mode d'enseignement. Les étudiants ont déjà bénéficié à date de 32 821 ordinateurs PBHEV. Quand on parle effectivement du e-learning, c'est la mise à disposition de ce matériel. Dans ce domaine de cours à distance, les étudiants de l'université de Maroua ont une expérience. Nous avons déjà eu à avoir le prérequis à partir de la période où les cours avaient cessé par rapport à la pandémie. Nous sommes pratiquement prêts. D'autres facilités sont offertes à l'université de Maroua, notamment la bande passante et le centre de recherche. Nous étions à 20 mégabits par seconde. L'université de Maroua pourrait se voir octroyer de 1024 mégabits par seconde. Ce 15 octobre, jour de rentrée académique, les cours ont véritablement débuté dans les 7 établissements de l'université de Maroua. À l'université de Ngaoundéré, un peu plus bas, c'est dans la Damawa, rentrée effective, mais quelque peu timide pour ce qui concerne les nouveaux étudiants. Les préinscriptions sont bien en cours et on note un fort engouement pour les nouvelles filières comme le droit et la comptabilité. Rentrée à petit trot à l'université de Ngaoundéré, c'est un reportage de Salomon Kankili.
Un campus qui fait courir des bleus à l'université de Ngaoundéré ce matin d'octobre 2020. C'est la pleine saison des inscriptions. Je suis venu voir les conditions, comment ça doit se passer. C'était vraiment facile, il n'y a pas assez de complications. Ils nous ont tout montré comment ça se passe. Les responsables en charge de les orienter ou de recevoir les dossiers d'inscription n'ont plus de répit. Dans mon registre, là, le compteur est à 204 étudiants. Confondus. Pour l'instant, les préinscriptions sont timides. Les filières les plus choisies, c'est comptabilité, finance, marketing, commerce, vente et économie et gestion. À la faculté des sciences, c'est notamment la biologie. Selon les explications des doyens des facultés et directeurs d'école, ces inscriptions vont se poursuivre normalement. La rentrée académique 2020 est effective ce 15 octobre. Une réunion de coordination a eu lieu mercredi en présence du recteur de l'institution. L'université de Tchang, dans la région de l'Ouest, est également dans le vent de cette rentrée pour une année académique placée là-bas sous le signe de l'achèvement des infrastructures en cours de réalisation. Wilfried Koto fait le point. Les étudiants de l'université de Tian vont devoir s'accommoder des bruits d'engins de travaux publics cette année académique. C'est que leur université est en chantier. Dans cet espace est en train de surgir de terre le campus G, l'un des chantiers infrastructurels en cours. Un chantier qui va nous permettre de construire 3 blocs des canaux pour les facultés de sciences économiques et de gestion, sciences juridiques et politiques et facultés de lettres et sciences humaines. Ces chantiers seront supportés en partie par la dotation gouvernementale de 333 millions de francs CFA qui permettront par ailleurs de faire face aux défis sanitaires imposés par le Covid-19. Cela nécessite que nous fassions des ajustements pour que ce que nous avons réussi à faire lors du confinement puisse se poursuivre. Je parle du e-learning, le téléchargement des enseignements sur notre plateforme à distance. Des chantiers achevés pour cette année académique, notamment ceux de l'école doctorale et la salle des actes. Et chez les plus petits, l'année scolaire est bien lancée maintenant et un établissement qui émerge par sa spécificité, c'est bien le complexe missionnaire Afrique Future. Il est situé ici au quartier Emana à Yaoundé. L'établissement expérimente la formation holistique des élèves et la prise en compte de l'homme tout entier, entendez l'esprit, l'âme et le corps. Voyons cela dans ce reportage de Laurence Okalia. Nelly est de nature maladive. Pas évident pour ses parents de trouver une école où son éducation ne se laissera pas paralyser par ses problèmes de santé. Mes parents ont décidé que je fréquente dans cette école parce que on prend bien soin de nous. Et lorsqu'une personne se sent mal à l'aise, on peut l'emmener directement à l'hôpital. Ils sont donc tombés entre de bonnes mains. L'hôpital touche à tout. L'ophtalmologie, les soins dentaires, la pédiatrie et bien encore. Il tend également la main à la veuve, l'orphelin et son prochain. La chapelle, juste à côté, est le premier signe de cette trinité souhaitée par le fondateur. L'église, Dieu, l'hôpital pour les corps et puis l'école pour l'esprit. On a besoin de ces 3 éléments fondamentaux. Et c'est ce qu'il faut pour un lendemain prospère. Ces 3 clés pour ouvrir les bonnes portes de l'Afrique future. Et voyons à présent le 4e et dernier épisode de ce feuilleton sur l'un des stress de cette rentrée scolaire, l'absence persistante de certains ouvrages dans les librairies. Le Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques qui prône l'option d'une véritable industrie locale du livre scolaire pense que la solution pour plus d'efficacité, ce serait de réduire le nombre d'éditeurs accrédités de 50 à 15. Les pistes de solutions pour le livre scolaire au Cameroun, c'est dans cette enquête de Daniel Menanga. Une perspective du marché national du livre au Cameroun, moderne et qui en impose. Mais en Zoom, il y a toujours cette présence étrangère.
Être sérieux, être vraiment professionnel dans ce qu'on est en train de faire. Nous sommes, je vous parlerai de mon expérience, nous avons l'expérience, nous avons en interne des gens qui sont formés en la matière. Du sérieux à titre du financement, bien sûr. Il n'y a pas de banque qui va vouloir fonctionner avec un client qui n'est pas sérieux, mais un partenaire ne voudrait pas fonctionner avec un autre qui n'est pas sérieux. Donc c'est du sérieux et du professionnalisme. Structure physique, professionnalisme revendiqué et justifié par la validation de 72 titres dans les programmes scolaires cette année. Nous entendons resserrer davantage les mailles du tamis pour avoir au plus une quinzaine de très bons éditeurs, professionnellement à bon niveau et financièrement crédibles. Autonomie du marché national du livre au Cameroun, introduction. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Des indications et des mutations sur le front de la lutte contre le coronavirus. Le site du stade militaire qui était dédié un moment à la prise en charge des patients atteints du Covid-19, ce site-là retrouve son identité première maintenant pour accélérer les préparatifs du CHAN 2021. Les travaux de démantèlement du matériel de prise en charge contre le Covid-19 s'achèvent dans les tout prochains jours. Et vous le voyez ici à l'image. Et ce jeudi, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, était sur le site des travaux pour se rendre compte de l'état d'avancement de ce démantèlement de ce centre de prise en charge du Covid-19. Nous allons immédiatement retrouver notre correspondant sur place au centre de Messa, ici à Yaoundé, au cœur même de ce dispositif national de la lutte contre la pandémie. Et là-bas, Évariste Eyanga nous annonce ce soir que des chiffres sont disponibles ce jeudi et un cumul, nous annonce-t-il, de 21 430 malades ont été décomptés au Cameroun. 20 333 patients ont été guéris contre 424 décès. Le taux de guérison est donc toujours de 95%. Ces indicateurs de la pandémie qui sont délivrés au moment même où le ministre de la Santé publique lance sur le terrain les enquêtes nationales de séroprévalence. Évariste Eyanga, cette concordance, qu'est-ce que ça veut dire et quel est exactement l'objet de cette enquête? Certainement, vous êtes avec votre invité ce soir pour ces éclairages. Bonsoir. Bonsoir Adèle, les chiffres l'indiquent, la maîtrise de la pandémie se poursuit, mais à côté de cela, les enquêtes de séroprévalence ont lancé officiellement dès ce jour ont plusieurs objectifs. Je voudrais me limiter à deux: établir une cartographie de l'infection au Cameroun. Il s'agit aussi de disposer à terme d'un document de pilotage qui permettra de réajuster la stratégie à long terme. Il est question de pouvoir être, c'est une ambition du personnel médical, être le premier pays africain à pouvoir éradiquer la pandémie du coronavirus Covid-19. À côté de cela, autre information, c'est le point de presse de ce soir qui portait sur la santé mentale. On en reparle avec le docteur Laure Menguene. Bonsoir docteur. Bonsoir Évariste. La santé mentale, à quoi cela renvoie? Merci beaucoup. La santé mentale n'est pas la maladie mentale. La santé mentale se définit comme un état de bien-être qui permet à l'individu de se réaliser, de faire face au stress de la vie quotidienne, d'être productif et utile à la communauté. Donc, quand on parle de la santé mentale, elle a un impact non seulement sur la santé, mais sur la productivité des individus et également sur le développement d'un pays. Alors, cette santé mentale, en quoi peut-elle être utile à un patient Covid-19 positif? Voilà, la santé mentale à travers l'unité de prise en charge psychologique redonne l'espoir aux personnes testées positives. Parce que dans notre contexte,
être Covid positif était synonyme de mort, ce qui n'est pas le cas. Deuxièmement, la santé mentale, toujours à travers cette unité, aide l'individu à gérer sa peur, à gérer son stress, parce que cette peur, ce stress a un impact non seulement sur la santé physique, mais également sur la santé mentale. La santé mentale également permet de lutter contre la stigmatisation en donnant les bonnes informations à la population. Et enfin, la santé mentale, à travers cette unité de prise en charge psychologique, prône beaucoup d'amour, c'est-à-dire bonne communication, bonne interaction, solidarité, ces éléments qui mettent l'individu dans un état de bien-être qui va booster son système immunitaire qui pourra faire face à la maladie. Merci, Dr Laure Menguene. Je rappelle que vous faites partie de l'unité prise en charge psychologique dans cette riposte. Demain, il y a ce rendez-vous. On va parler de l'apport des partenaires nationaux et internationaux du ministère de la Santé publique. Merci au docteur Laure Menguene. Et un acteur de poids dans cette riposte contre le Covid-19, c'est également le CRESAR, le Centre de recherche pour la santé des armées, qui recevait ce jeudi le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense et le ministre qui annonce que ce centre participe efficacement à la recherche et au diagnostic biomédical des forces de défense au Cameroun. Les conclusions de cette évaluation de Joseph Betia-Somon, c'est dans ce reportage de Pierre Evembe. Les forces de défense camerounaises, ce n'est pas qu'une affaire d'armes et de munitions. Il y a également la blouse et le microscope. Le CRESAR, le Centre de recherche pour la santé des armées, outil de détection et de prévention des maladies infectieuses et autres épidémies au sein des forces de défense de la population, trouve toute sa raison d'être dans le contexte des crises sanitaires actuelles. Ce laboratoire de recherche de niveau 2, selon la classification de l'OMS, a été passé au peigne fin par le ministre de la Défense Joseph Betia-Somon et ses proches collaborateurs pour sonder son efficacité dans l'exercice de ses missions. Nous venons par ces temps de péril sanitaire parce que vous constituez un élément, un maillon important de la stratégie gouvernementale de prévention et de riposte. Après 10 ans d'existence, appuyé par des partenaires de choix aux États-Unis et en France, le CRESAR va renforcer sa contribution dans le cadre de la santé publique tel que prescrit par le haut commandement. Dans les actes du président de la République, ce jeudi, le chef de l'État a signé un décret qui nomme M. Mpouel Bala Lazare, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Cameroun auprès de la République du Congo. Son Excellence Mpouel Bala Lazare, qui était précédemment en poste à Malabo, en Guinée équatoriale. La fin ce jeudi d'une session de formation, un séminaire de 5 semaines sur le maintien de la paix. Le stage organisé par l'Association africaine de soutien à la paix a rassemblé 30 participants venus de 30 différentes institutions africaines. Jean-Pierre Congé, notre reporter, était à l'EI Force pour la cérémonie de clôture de cette formation. Mettre à contribution le tel enseignement pour contourner l'obstacle Covid-19. 30 participants, dont 8 Camerounais venus de diverses institutions formant un maintien de la paix en Afrique, ont été outillés en technique de e-learning pour pouvoir continuer à partager les bonnes pratiques en matière de maintien de la paix. Les facilitateurs nous ont permis d'acquérir toutes les techniques, tous les outils, l'approche, la méthode qu'il faut pouvoir mettre en œuvre pour arriver à atteindre cet objectif. C'est une plus-value très importante pour moi de voir dans quelle mesure aussi on peut intégrer cette approche-là à l'École supérieure internationale de guerre. Pendant la cérémonie de clôture organisée en visioconférence par l'APSTA, le général de brigade André Patrice Bitoté a invité les participants à transmettre les connaissances acquises en 5 semaines pour accroître les capacités de maintien de la paix en Afrique. Avant la page des sports, je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, télégramme adressé à Monsieur David Mouldrov-Besley, le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, le PAM, secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies. C'est à l'occasion de l'attribution par le Comité Nobel du prix Nobel de la paix 2020 donc au Programme alimentaire mondial.
journal. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique est en évaluation des infrastructures sur le terrain après le Sud-Ouest hier. Le professeur Narcisse Mouelé-Kombi était à Douala ce jeudi. Retrouvons-le donc dans cette étape où le stade Mbappé-Lépé a particulièrement retenu l'attention. C'est dans ce reportage de Alvin Baonganzi à Douala. Les paramètres du stade de Mbappé-Lépé de Douala font monter la température. Annexe dédiée à la prise en charge des malades du Covid-19 il y a quelques mois encore, le stade fait grise mine. Les travaux de démantèlement des tentes sont en cours. Le professeur Narcisse Mouelé-Kombi s'est montré très préoccupé, mais a rassuré quant aux dispositions prises par l'État pour redonner à ce stade mythique de nouvelles couleurs avant le CHAN. À chacune des étapes, le ministre et sa suite ont eu des entretiens avec les différents responsables de stade. On notera ainsi que le stade de Bépanda attend l'activation de la fibre optique, la réhabilitation de l'un des écrans signalétiques et que le gazon du stade de Mbappé-Lépé devra être intégralement décapé. Pour sa part, le stade de Japoma, joyau architectural, sera l'une des attractions du CHAN 2021. Vivement ces moments-là. La fin du 20h30, le journal était préparé avec la collaboration de Irène Njanafuda et de Augusta Ngononga pour les éditions du week-end. À partir de demain vendredi, au 20h30, vous serez en compagnie de Atabadine Oumar. Je vous souhaite d'avance un excellent début de week-end et je vous donne rendez-vous à lundi, 20h30 au journal. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.